Sur le plan ethnique, notre pays ayant été un carrefour au sein des Amériques, un brassage considérable de différentes races y vécurent. Mes ancêtres, des deux côtés, de diverses origines, firent de moi une métisse au teint basané, d'un sang superbement mêlé de Nantais, de Béarnais, d'Anglais, de Danois, d'Américains et incontestablement de la souche africaine. Quelque part très loin, l'un d'entre eux venait même de la Perse. Les premières années de mon enfance, nous habitions en famille chez les parents de ma mère. Ceux de mon père avaient quitté notre monde bien longtemps avant ma naissance. Mes grands-parents maternels étaient propriétaires d'une chaleureuse demeure qui dominait la baie incomparable de Port-au-Prince. « Ce que tu vois là, Sophie, est encore plus beau que le golfe de Naples », me répétait souvent mon adorable grand-père. Même la baie d'Alger ne m'a pas autant impressionné. Du style gingerbread, particulier aux Antilles, notre maison était entourée de charmilles, de palmiers et des plus admirables fleurs tropicales. Comme beaucoup de maisons dans les Caraïbes, la nôtre décorée de dentelles de bois avait de très hauts plafonds, de même les portes et les fenêtres. Un style original alliant son imposante apparence à la fantaisie de l'exotisme. L'étage supérieur, entouré d'un immense balcon, recouvert d'où se voyait le port, reste dans mon esprit immuable. Demeure témoignant du passé, l'habitation peinte d'une blancheur immaculée était enjolivée de corniches, de tourelles, de balustrades et pourvue de lucarnes de ventilation. Un jardin évoquant la Provence s'étendait à perte de vue jusqu'au flanc du morne bleu verdoyant. Les arbres majestueux du jardin veillant sur notre demeure étaient vieux d'au moins un siècle d'après mon grand-père. Une longue allée de gravillons bordée de fleurs, d'hibiscus contournait notre demeure enchantée, là où l'eau, les parfums et l'ombre étaient des éléments essentiels. Près de l'immense portail en fer merveilleusement forgé, trônait une élégante fontaine baptisée la Fille au Canard. Elle avait été ramenée sur un immense bateau de croisière par le père de ma grand-mère à l'époque où il occupait le poste de consul de France. La fontaine ne fonctionnait que les dimanches et les jours de fête. Du bec du plus grand canard et du large panier de la statue jaillissait l'eau qui retombait dans le grand bassin, le clapotis évoquant alors une osmose avec la nature. Illuminée, elle était encore plus belle. Les portes persiennes de la cuisine immaculée d'où se dégageaient des effluves de fines herbes ou d'agrumes donnaient sur une immense galerie qui longeait la salle à manger et le salon au haut plafond recouvert de cèdre. Au mur de l'imposant escalier étaient suspendues les photos d'habitation seigneuriale ayant appartenu à nos familles venues de France, de nombreux portraits encadrés aussi de tout cela à qui nous devions la vie. Immortalisés dans une rare élégance, ils étaient la plupart descendants de marquis ou de vicomtes de l'ère pré-napoléonienne. Le bisaïeul créole, originaire de la Nouvelle-Orléans, de qui je tenais une ressemblance frappante, était là aussi. C'était une maison où l'on aimait lire et écrire. Du papier, des crayons et des stylos multicolores traînaient çà et là. Quant aux livres, ils envahissaient l'espace, s'empilant partout sur des étagères arrivant au plafond. Tout avait été conservé, les carnets, les lettres, les manuscrits d'autres ancêtres, leurs œuvres, leurs mémoires aussi. Les pièces de l'étage supérieur ouvraient sur des balcons également recouverts de tôle, envahis de bougainvilliers cerises. Des hauts plafonds des chambres embaumant après les pluies, la citronnelle, retombaient de vaporeux rideaux blancs pour nous protéger des piqûres d'insectes. Les nuits de décembre offraient à notre admiration un ciel parsemé d'étoiles scintillantes, faisant ressortir aux heures de pleine lune la silhouette des cocotiers. Une lampe à huile en argent reflétait les ombres du soir, tandis que mes grands-parents, au piano à queue noire, faisaient résonner à tour de rôle de manière émouvante encore et encore Cavaliera Rusticana, l'œuvre immortelle de Mascagni. Au crépuscule se répandait le parfum magique des ilan-ilan. D'autres nuits, des gouttelettes de pluie, frappant la toiture de tôle, par temps d'orage soulevaient une forte odeur de feuillage et de terre. Et le rythme mystérieux des tambours venant de loin me berçait pour m'emporter dans des songes prodigieux. Le chant des coqs annonçant l'aurore et l'arôme enivrant du café nous envahissant au réveil me rappelait que ma vie n'était pas un rêve. Il pleuvait rarement durant la journée sous les tropiques où les saisons varient à peine. Toute l'année, les feuilles bruissaient doucement, favorisant un concert infini d'insectes, de grenouilles et de cigales, le roucoulement incessant des tourterelles, la dégustation des jus de mangue ou de grenadine servis dans des timbales au rebord givré de sucre était toujours bien accueillie les jours tièdes où mon père m'apprenait à longer à grande brasse l'immense bassin, suivi des déjeuners gourmands de mémés
à l'ombre des manguiers, à écouter la musique naturelle de l'eau sous la tonnelle envahie par une glycine. Et tandis que la brise chantonnante de l'après-midi venant de la mer parvenait jusqu'à nous, le répercutant avertisseur transmettant le signal de départ des paquebots nous annonçait leur éloignement du port. Son vibrant ancré à tout jamais dans ma mémoire.